2 tomes. Il n'aura fallu que 2 tomes pour que Vagabond impose sa marque. 2 tomes pour que Inoue redéfinisse le manga pour toujours. Plus qu'un simple récit de samouraï, c'est une révolution artistique et philosophique. Une œuvre qui questionne la quintessence de la force. Comment un manga a-t-il pu bouleverser des millions de lecteurs en si peu de temps? Eh bien salut à tous, c'est Life et aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo sur l'un des meilleurs mangas de tous les temps. Alors tout d'abord, il faut savoir que je n'ai jamais su comment commencer cette vidéo. J'ai le fil conducteur de là où je veux en venir et de la partie que je veux vous expliquer, et surtout pourquoi je la trouve si incroyable, comment Inoue a réussi à introduire un personnage extrêmement bien en 2 tomes. Mais il y a eu un problème, c'est que à ma relecture de l'œuvre, j'ai découvert la fin de Vagabond qui du coup remet tout en question. Et c'est pour ça que j'ai décidé à la dernière minute de couper cette vidéo en 2 parties. Il y aura une partie où je vais vous expliquer sans spoil le développement classique de ces 2 tomes et pourquoi je les ai trouvés incroyables dès le début. Et une petite partie où je vous expliquerai pourquoi finalement ces 2 tomes sont encore plus du génie en ayant conscience de la fin. Et de toute façon, je vous préviendrai dès qu'on engagera la partie où il y aura du spoil concernant la fin au niveau de ce que veut nous raconter l'auteur. L'œuvre s'arrête en 37 tomes, sans le combat final. Inoue a décidé de faire une fin beaucoup plus atypique qui s'appelle Vagabond The Last Exhibition. Il nous raconte directement la fin de la thématique principale de l'œuvre, qui est la suivante. Qu'est-ce que la force? Et c'est une question tellement intéressante, parce qu'on peut penser tellement de choses. Être le plus fort peut signifier ne plus avoir d'ennemis, ne plus avoir aucun rival. Et c'est d'ailleurs totalement ce que va penser Takezo Shinmen, qui est notre protagoniste de l'histoire. Il va même aller directement à la guerre afin de directement se faire un nom et de combattre les personnes les plus fortes de ce monde. Mais finalement, il n'y trouvera que des espoirs et des illusions et la guerre ne l'intéressera pas du tout. Il finira par errer dans les provinces. Et honnêtement, la première fois que j'ai lu Vagabond, j'ai pas accroché. Ce tome 1 était tellement différent du tome 2. On a ce côté guerre, dans un monde de samouraïs, on ne comprend pas forcément où voulait en venir l'auteur. Et bien évidemment, tout a un but dans cette œuvre, et ça sera en corrélation avec quelque chose qui est beaucoup plus loin dans l'œuvre. Donc après cette guerre, comme je l'ai dit, perdue, notre petit Takezo désertera avec son ami Matahashi. Ils rencontreront 2 femmes, une mère ainsi que sa fille. La mère sera beaucoup plus marquante, car elle marquera la séparation de Takezo et de Matahashi, séparant nos 2 jeunes vagabonds par un lien plus fort que l'amitié, qui fera de Matahashi un déserteur avide d'amour. Matahashi d'ailleurs lui désertera en laissant à l'abandon tout son village, laissant au village sa future femme Otsu. Voyant cette prise de position, Takezo, ayant pris pour décision de parcourir les provinces, décidera de retourner au village afin de prévenir Otsu et sa famille de la décision de Matahashi. Mais finalement, il ne sera pas accueilli comme il le pensait, puisque cette vision de déserteur-là ne plaira pas du tout à la mère de Matahashi, et finalement Takezo sera traqué par les soldats et par les villageois afin de lui prendre la vie. C'est bien évidemment un court et bref résumé de ces 2 tomes, et dit comme ça n'a pas l'air très emballant. Et sincèrement, ça a été très repoussant, surtout le premier tome pour moi. C'est pour ça que j'avais lu le premier tome il y a quelques années et je suis retombé par hasard sur une vidéo Vagabond qui m'a donné envie de lire et je m'y suis intéressé plus profondément. Et là j'ai compris le génie de ces tomes, car ces 2 tomes sont basés sur 2 plans très précis. À première lecture de l'œuvre, on ne verra qu'un seul plan, qui est le plan de la nature, le plan de l'homme et du monstre. Un jeune humain, Takezo, vivant toute sa vie pour survivre, en fuyant la mort, afin d'être tout simplement l'homme le plus fort du monde. Mais n'ayant pas eu une enfance très joyeuse, Takezo sera perçu non pas comme un simple être humain, mais comme un simple et vulgaire monstre. Et ici, Inoue nous montre une caractéristique exceptionnelle de son dessin, ce sont les regards. Les regards de Takezo pendant ces 2 tomes ont été si perçants, si glaciales. Et même nous, finalement, en tant que lecteurs, sur la première découverte, on se dit c'est vraiment un monstre. On le voit tout simplement trancher des dizaines de soldats de sang-froid. Finalement, pour aucune raison. À ce moment-là, ce n'est pas pour être le plus fort ou être sans rival. Ces soldats ont volé tout simplement à sa propre vie. Takezo, à ce moment-là, fuit la mort. Il ne fait que résister à l'appel de celle-ci et veut survivre. Takezo a toujours été traité comme quelqu'un qui devait mourir. Et pendant des années et des années, il devait mourir. Il n'avait pas le droit de vivre, car tout simplement c'était un monstre. Alors pour prouver au monde qu'il a le droit de vivre comme tout le monde, il ne fait que se battre, brandir sa lame, afin de prouver que son existence vaut bien quelque chose. Et pour la prouver, il doit tout simplement être sans rival.
Cependant, arrivera très vite un homme au chapitre 12 nommé Takuan qui fera prendre une baffe d'ego à notre protagoniste en lui disant la phrase toute simple: tu es le plus faible de tout le village. Alors là, en tant que lecteur, on prend une baffe. Ça fait on ne sait combien de jours Takezo, sans dormir, il ne fait que se battre, que de survivre. Donc on se dit techniquement, il est quand même fort, il a beaucoup à apprendre, mais il a quand même une base solide. Et finalement non, il n'est rien de cela. Et encore une fois, grâce à un pouvoir qui était plus fort que l'amitié auparavant, aujourd'hui on aura un pouvoir qui est plus fort que l'épée. Et le pouvoir de l'amour, grâce à Utsu et Takuan, captureront Takezo. Et arrivera d'ailleurs quelque chose que je n'ai jamais lu de toute ma vie, en plus de 15 ans de lecture de manga, une remise en question totale d'un personnage en moins de 2 tomes. Au tome 1, il veut voyager, découvrir la vie, affronter les plus forts pour être le plus fort. Et un tome après, on le retrouve tout simplement attaché à un arbre, se déféquant dessus et étant au plus bas moralement. Et ne voulant finalement qu'une seule chose, mourir. Mais il n'en a pas le droit. Il ne peut pas mourir après toutes les vies qu'il a ôtées. Des humains qui avaient une famille, des enfants. Alors pourquoi lui, leur propre bourreau, aurait le droit de choisir une mort digne? C'est pour cela que Takuan l'emmènera au bord d'un rocher afin de le tuer. C'est là-bas que se passera l'une des meilleures parties de la ruine en question, puisque Takezo comprendra et se dira tout simplement pourquoi avoir été mis au monde, si c'était finalement pour être abandonné par sa propre mère, être banni par tous, détesté, haï, tué et tué encore, être comme il le définit, un fils de démon, voué à crever. Pourquoi est-il venu au monde? Mais la vraie vie devrait-elle être faite uniquement de tuerie? Car finalement, il n'est pas venu au monde pour vivre ainsi. Alors aujourd'hui, Takezo Shinmen périt aux côtés de ce rocher, mais donnera naissance à Musashi Miyamoto, un homme qui ne pourra plus ignorer les ténèbres, car celui qui ignore les ténèbres ignore également la lumière. Il vivra avec les ténèbres en lui, car la lumière lui apparaîtra bientôt. Et c'est à ce moment-là, et pour la première fois de toute sa vie, que Takezo prendra conscience de l'importance d'une vie humaine. Et c'est à ce petit moment que je vous permettrai de quitter cette vidéo, car je vais parler de l'élément un peu spoil pour amener une autre précision de compréhension. À la fin du manga, donc pas des 37 tomes, mais dans Vagabond The Last Exhibition, qui est donc la fin indépendante de Inoue, Musashi Miyamoto nous apparaît vieux, étant bien évidemment l'homme le plus fort du monde. Mais finalement, qui est là pour définir la puissance à ce moment-là? Personne. Je peux m'autoproclamer homme le plus fort du monde et ça ne prouvera bien évidemment rien du tout. C'est pour ça que Inoue fait le choix de nous le montrer vieux et proche de tout simplement la chose qui rattrapera n'importe quel humain sur Terre et que aucun autre humain sur Terre ne peut trancher, ne peut tuer, et c'est la mort. Alors c'est dans un magnifique chapitre que Inoue retracera toutes les aventures de Musashi Miyamoto et nous laissera sur une phrase qui est la suivante. C'est Musashi qui parle à un jeune garçon qui voulait être le disciple de celui-ci, car il voulait tout simplement être comme Takezo, être un homme fort. Et c'est sur son lit de mort, et pas avant, que Musashi Miyamoto comprendra finalement ce qu'est la force. Dira à Fuki que la force est quelque chose de doux et de chaud, et que c'est seulement au moment où lui-même deviendra fort qu'il le comprendra. Durant tout le chapitre, il n'a pas su expliquer cela. Il l'expliquait qu'au moment de son arrêt cardiaque, de la fin de sa vie, car finalement elle n'était que douce et chaude, et c'est quelque chose qu'il n'a jamais réussi à trancher. Et en ayant cette vision de la force, c'est la définition de la mort pour Inoue. En relisant les 2 premiers tomes, vous verrez à quel point Takezo fuit la mort, à quel point Takezo fuit tout simplement la force. C'est pour ça que l'avoir fait mourir à ce moment-là permet à Musashi Miyamoto de finalement naître et d'aller découvrir ce qu'est cette force, puisqu'il n'a plus du tout cette envie de combattre la mort. Il veut tout simplement progresser, s'améliorer et rencontrer tout simplement les hommes les plus forts qui existent. Alors la mort, il n'en aura plus peur. Elle le côtoiera chaque jour et fera de lui quelqu'un de formidable. Et c'est pour cela que le contexte de la guerre au chapitre 1, où je le disais au début de la vidéo, je trouvais ça extrêmement indigeste, est tellement bien ramené, car finalement, c'est là où se rencontrent Kojiro et Musashi pour la première fois. Dos à dos avec cette planche exceptionnelle que tout le monde a déjà vue sans doute,
où ils se retrouvent finalement face à face. À ce moment-là, les deux étaient au plus proche de la force, au plus proche de la mort, mais ils s'en sont tous éloignés, pour finalement se retrouver dans une suite qu'on n'aura jamais. Mais dans la vraie vie, on sait ce qui s'est passé. Musashi Miyamoto s'est battu contre Kojiro Sasaki avec une épée en bois, montrant d'ailleurs que son épée ne faisant qu'un avec l'univers, l'abandon, etc. C'est magnifique, c'est très philosophique, et je trouve tellement bien amené dans l'œuvre de Vagabond. Inoue a fait quelque chose de grandiose. Et c'est pour cela qu'à la relecture de ces deux tomes, je trouve que finalement, ils sont les tomes les plus importants de l'histoire. Sans ces tomes-là, on n'aurait pas eu tout ce développement de génie. Et honnêtement, c'est tout simplement que du génie, il n'y a pas d'autre mot à dire. Vraiment, félicitations. Merci Inoue. J'ai pas envie de dire que la force soit avec vous, du coup je vous porterai un peu malheur. Mais j'ai trouvé que c'était une très belle définition et qu'elle a été très bien recherchée. Voilà. J'espère d'ailleurs que donc cette vidéo et cette analyse de ces deux tomes vous ont plu. J'espère d'ailleurs vous avoir un minimum interloqué, vous faire un peu réfléchir, vous donner même envie de lire Vagabond, je ne sais pas. Pour ceux qui sont restés jusqu'à la vidéo, je vous en remercie énormément. Et je n'ai plus grand chose à dire sur cette vidéo, donc n'oubliez pas les amis votre petit commentaire, votre petit pouce bleu et l'abonnement, ça fait super plaisir. Et moi je vous dis portez-vous bien et à la prochaine.